j'ai pensé, il y a 1 an et demi maintenant, ce serait bien de faire ce système de carte blanche. On l'a donc fait 1 fois par mois la saison dernière. On va le faire 1 fois par trimestre cette saison, puisqu'il y a d'autres choses nouvelles qui sont arrivées. La première personne, ou l'une des toutes premières personnes à qui j'ai pensé pour faire ça, c'était David Caillard. Pourquoi? Parce que, d'abord, je pense que c'est une des personnes que je connaisse, peut-être avec Jean-Michel Villemotte, qui a le plus d'activité. Il travaille tout le temps, il fait des choses tout le temps. Et donc c'est bien évidemment quelqu'un de particulièrement bien choisi pour parler sur une scène et pour dire, dans le fond, qu'il pourrait prendre une scène un soir comme il va le faire ce soir. Pourquoi? Parce que, à part d'être l'un des, vous savez, l'un des plus grands cancérologues français, il a une particularité, c'est qu'il fait plein de choses. Il écrit des livres, bien sûr, de médecine, mais aussi des pièces de théâtre, des scénarios pour la télévision, des scénarios pour la télévision. Il participe de manière extrêmement active, jusqu'à se demander si c'est pas lui l'animateur à des émissions de télévision, etc. etc. Et donc, cette espèce d'activité formidable, qui n'est rien à côté d'une des activités peut-être par la cancérologie qu'il admire et qu'il aime le plus, la cuisine. Je pense que j'ai des souvenirs absolument extraordinaires de David faisant la cuisine pour ses amis, ses invités, et c'est une chose absolument extraordinaire. Donc je lui ai demandé, il y a 1 an et demi à peu près, d'être l'un des tout premiers à faire cette carte blanche. On a à peu près eu 3 ou 4 rendez-vous manqués, parce que tout d'un coup il se retrouvait à l'autre bout du monde, tout d'un coup il avait à faire une conférence à New York ou des choses comme ça. Et là, il est là. On a réussi à le bloquer ce soir, et je suis très heureux qu'il fasse pour nous sa carte blanche d'Annie Caillard. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, je sais qu'il y a quelques amis dans la salle, bonsoir à eux aussi. Écoutez, je ne sais pas si je dois l'aimer ou si je dois le détester, mon ami Daniel Benoît, parce que franchement, depuis qu'il a réussi à me coincer pour faire cette carte blanche, je vis dans une angoisse totale. Il va me faire jouer devant vous, il va me faire parler devant vous, il va même me faire cuisiner devant vous. Et franchement, je ne suis pas sûr d'être prêt à ça, je ne suis pas sûr d'être préparé à ça, et je ne suis pas sûr d'en avoir même les compétences. Donc, je vous en supplie, si c'est raté, si ce n'est pas aussi bien que vous l'attendiez, dites-vous que ce n'est pas très grave finalement, nous aurons passé quelques instants ensemble, pas quelques heures, 1 heure et demie, et je vais essayer de vous faire passer un certain nombre de messages. Quand j'ai fini par accepter de faire cette carte blanche, sachant qu'il y avait un point non discutable, non négociable, qui était qu'il fallait qu'il y ait de la cuisine pendant cette représentation, c'est quand même assez dingue. On n'a jamais vu une pièce de théâtre avec vraiment de la vraie cuisine, hein, qu'on va manger même. Bon, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai, finalement, j'adore la cuisine, j'adore cuisiner, je suis ami avec la plupart des chefs, les petits et les grands bien sûr, mais les petits aussi, tous ceux qui font, finalement, qui transforment ces produits et qui essaient de nous donner du plaisir, de nous faire oublier qu'on a besoin de manger pour nous faire penser qu'on mange pour le plaisir. C'est vrai d'une mère qui prépare à manger à ses enfants. Et ces enfants, ils ont besoin de manger pour grandir. Mais en fait, ils n'ont plus l'impression de manger pour grandir. Ils ont l'impression de manger pour recevoir de l'amour de leur mère. Et la mère, quand elle cuisine, c'est pour ses enfants, elle se dit bien sûr qu'il faut les nourrir pour qu'ils grandissent, mais en même temps, clairement, quand elle leur donne à manger, elle leur donne de l'amour aussi. Donc manger, ça n'est pas que se nourrir, c'est aussi transformer ce besoin vital, probablement le besoin le plus essentiel avec la respiration, en quelque chose qui se transforme en du plaisir, qui se transforme en du partage, qui se transforme en des moments d'amitié. Et c'est un petit peu ce que ce soir, en partie, j'ai voulu mettre dans cette représentation. Mais en même temps,
ma vie, c'est vrai que je fais plein de choses, parce que je dors peu, parce que je déteste m'ennuyer, mais en fait, si vous regardez bien la trajectoire de ma vie, ça fait 35 ans que je lutte contre le cancer. 35 ans de ma vie que je ne fais que ça. Soigner des malades, essayer de les guérir. Souvent, c'est bien sûr trop tard, parce qu'il y a ce paradoxe invraisemblable, douloureux, qui est que quand vous êtes connu, quand vous avez cette notoriété, quand des gens disent de vous que vous êtes l'un des meilleurs cancérologues de France ou d'ailleurs, bien, vous n'avez plus que les cas les plus graves qui viennent vous voir. Les autres, avec des petits cancers, se disent « jamais j'arriverai à voir le professeur Kayat ou le professeur un tel ou un tel ». Et donc vous n'avez plus que les cas désespérés, ceux qui se disent que quel que soit le prix, quelle que soit la difficulté, je vais avoir un rendez-vous avec lui parce que ça va mal, parce que ça marche mal, parce qu'on m'a dit que c'était grave, parce qu'il s'est passé des choses terribles et que lui va essayer de faire quelque chose pour moi. Parce que voilà, c'est ça là, ce qu'amène la notoriété, ce paradoxe de la notoriété qui va avec l'impuissance. Plus vous êtes connu, moins vous guérissez les malades. Et depuis 35 ans, je ne fais que ça, soigner, espérer guérir, prolonger la vie, accompagner les gens jusqu'à la mort, en leur donnant toujours un petit peu d'espoir, et on parlera tout à l'heure de ce que veut dire l'espoir, bien sûr. Et ce que j'ai voulu mettre en deuxième composant de cette carte blanche, de cette représentation, à côté de la cuisine, la gastronomie, de l'amitié, du partage, du plaisir à manger, j'ai voulu mettre un peu d'explication, un peu d'entretien avec vous. C'est vrai que c'est plutôt un monologue, mais de parler avec vous de ce métier de cancérologue, de ce qui constitue l'essentiel de ma vie depuis 35 ans, soigner des malades, essayer d'éviter la mort. Alors, c'est vrai que j'ai écrit une pièce, que j'ai écrit des scénarios pour des films, c'est vrai que j'ai fait des romans, mais si vous regardez, il n'y a pas une seule chose que j'ai fait dans ma vie qui ne parle pas du cancer, qui ne soit pas liée à mon métier et à essayer d'expliquer à la fois la maladie, d'expliquer les traitements, mais d'expliquer aussi la vie d'un médecin, car aujourd'hui, cette vie, on ne la comprend plus, on ne la connaît plus. On a galvaudé cette image du médecin, et bien sûr, quand on l'a à ce point minimisé, ridiculisé presque parfois, on pense que les médecins ne font que se tromper, qu'ils sont tous vendus à l'industrie pharmaceutique, qu'ils font ça pour gagner de l'argent, pas pour gagner leur vie. Et c'est honteux, car la plupart des médecins font un métier remarquable. Et ils le font avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de désir de faire bien. Et c'est de ça dont j'ai voulu vous parler dans cette deuxième partie. Et je dois vous dire que ce soir, je n'ai accepté de venir qu'à une condition, c'est que 2 personnes aient accepté de faire cette représentation avec moi. La première de ces personnes, je l'appelle maintenant, c'est mon ami Dominique Le Stanc, c'est un des meilleurs chefs de France, c'est le chef de la Merenda à Nice. J'ai connu Dominique à l'occasion d'un tournage avec Jean-Luc Petit-Renaud, vous savez, l'émission Carte postale gourmande. Et il m'a amené avec lui à Nice. Et j'ai fait la connaissance de Dominique il y a une petite dizaine d'années, pratiquement. Et puis j'ai découvert sa cuisine, et puis j'ai découvert l'homme qui cuisine. Et c'est un homme extraordinaire. Il a une intelligence des produits. Il a, surtout, vous allez voir, une beauté du geste. C'est un artiste du couteau, c'est un artiste du légume, c'est un génie des proportions, des épices. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et j'ai tenu à ce qu'il vienne parce que je suis niçois. J'ai vécu de 4 ans à 24 ans à Nice, et que donc cette cuisine niçoise, elle a bercé toute mon enfance, elle a accompagné mon adolescence, elle était là pendant que j'étudiais la médecine. Elle m'a manqué quand je suis parti, nommé à l'internat des hôpitaux de Paris, et que j'ai pris mes fonctions le 1er septembre 1980 à Paris, j'avais 24 ans. Je ne savais pas tout ce qui allait m'arriver, je ne savais pas toutes ces aventures que j'ai vécues, partant du début de la lutte contre le cancer où nous ne savions rien. Il n'y avait pratiquement pas de livre de cancérologie, nous ne savions pas ce qu'était le cancer, nous n'avions pratiquement aucun médicament pour le soigner. C'était une loi du tout ou rien. On peut opérer, on peut guérir, on ne peut pas opérer, on va mourir. Et donc ça m'a beaucoup manqué cette cuisine, et quand je l'ai retrouvée, depuis je ne le quitte plus. Je rêverais d'être son frère et de vivre avec lui, tellement ce qu'il fait est bon. Et en plus, on en parlera tout à l'heure, la cuisine provençale, vous savez que j'ai écrit un certain nombre de livres qui sont très très bien vendus et qui parlent de la cuisine anti-cancer, des aliments anti-cancer. Eh bien, la cuisine provençale, la cuisine de Dominique Le Stanc, c'est par définition une cuisine anti-cancer. Donc on va cuisiner ensemble et vous allez apprendre des recettes et vous allez voir comme c'est beau ce qu'il fait. La deuxième personne que j'ai pensé indispensable à l'élaboration de cette représentation, c'est une fille délicieuse, absolument
d'une sensibilité que j'ai rarement rencontrée chez quelqu'un. Elle est une actrice merveilleuse qui a fait plusieurs films, qui a fait plusieurs pièces de théâtre à Paris. Elle s'appelle Delphine McCarthy et elle va faire ce soir cette représentation avec moi. Delphine McCarthy. Alors voilà, vous allez voir, la soirée va se découper en 6 ou 7 petits épisodes où l'on parlera à la fois de cuisine à un moment, et puis à un moment donné de médecine, de cancérologie, et puis d'humanité. Alors, Dominique Lestanc, raconte-moi, qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir? On va commencer par une vraie pisse saladière, la vraie. La vraie. Tu vois, la pâte est déjà poussée, je l'ai préparée avant. On a étalé le pisala. Qu'est-ce que c'est le pisala? Alors, le pisala, il y a une dérive pour la pisse saladière. Le pisala est très difficile à trouver, on n'a plus le droit de le faire à cause des normes européennes, mais c'est des petits anchois qui sont mis dans une grande bassine au sel et on les tourne pendant 40 jours ou 50 jours, c'est le poissonnier qui fait ça, et il se décompose un peu et ça devient de la purée. Et c'est du pisala qu'on étale sur la pâte qui a déjà monté, tu vois. Oui. Et cette pâte, elle est faite avec quoi? Alors cette pâte est faite à base de lait, huile d'olive, farine, un peu de fleur de sel et de la levure de boulanger. Donc quelque chose de très naturel. Oui. Il faut savoir que dans les anchois, il y a un de mes top 7 antioxydants anti-cancer, il y a la quercétine. La quercétine, c'est un fantastique antioxydant pour lequel il y a beaucoup d'études qui montrent que ça peut participer à la prévention du cancer. Malheureusement, il faudrait manger des anchois en quantité trop importante par rapport au sel que ça contient, etc. Donc on les prend plutôt dans des compléments alimentaires, la quercétine. Mais en tout cas, ça, c'est un plat vraiment extrêmement bon pour la santé, de l'huile d'olive. Et donc là, j'ai fait sauter mes oignons, tu vois, à la poêle, à l'huile d'olive, effectivement, avec 2 gousses d'ail, un bouquet garni. Alors l'ail, c'est aussi un des top 7 anti-cancer, hein, je te le rappelle. C'est un des produits qui prévient le mieux le cancer et que je vous conseille à tous de prendre. Le seul problème pour l'ail, c'est que toutes les études qui montrent que ça prévient le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, le cancer du côlon, le cancer du pancréas, c'est que toutes ces études montrent qu'il faut en prendre à peu près 20 portions par semaine. Alors, imaginez au bureau, ça va pas être simple. Hein. Donc là aussi, il faut plutôt prendre le composé actif qui est dans l'ail, qu'on appelle l'allicine. On le trouve dans l'oignon aussi, bien sûr. Et ça aussi, il faut mieux... Enfin, on peut toujours manger des produits avec de l'ail, une bouillabaisse. J'avais une grand-mère qui a vécu, je crois, jusqu'à 99 ans. Et quand on était tout petit, on devait aller lui faire la bise. Et c'était une horreur pour nous parce qu'elle mangeait de l'ail toute la journée. Tout l'appartement. Et elle a vécu jusqu'à 99 ans. Bon, écoute, je vais te laisser finir de recouvrir cette magnifique pisse saladière. Je meurs d'envie déjà de la manger. Je vais l'enfourner. On va l'enfourner, bon. Et je vais te laisser travailler, puis on va un petit peu aller du côté de Delphine. À tout à l'heure. Tout à l'heure. La question du pourquoi et du comment. La science sait de mieux en mieux répondre à la question du comment. Comment une cellule devient-elle cancéreuse? Comment, par la mutation de son patrimoine génétique, cette cellule fait-elle pour acquérir ces propriétés incroyables qui en font cet ennemi si redoutable? Comment fait-elle pour se déplacer dans le corps et donner des métastases, ces colonies cancéreuses à distance de la tumeur primitive? Comment fait-elle pour arrêter de vieillir, refusant ainsi de mourir comme le font toutes les autres cellules de notre corps? Comment fait-elle pour dominer les cellules normales et leur voler la nourriture dont elle a besoin pour nourrir sa descendance chaque jour plus nombreuse? La réponse au comment de toutes ces questions, nous la connaissons. Nous la concevons parfaitement aujourd'hui. Nous savons très bien comment la cellule cancéreuse fait tout cela et bien plus encore. Nous avons, grâce à la biologie moléculaire, pu entrer dans une intimité incroyable avec les processus les plus complexes qu'une cellule soit capable de mettre en œuvre pour acquérir et développer ses propriétés. Nous avons su apprivoiser la question du comment, pierre angulaire du savoir biologique. Nos outils scientifiques, par ailleurs si puissants, sont-ils encore efficaces lorsque nous nous plaçons à la racine même de nos questionnements? Finalement, réfléchissez. Seriez-vous à même de satisfaire l'esprit inquiet d'une maman qui vient d'apprendre que son enfant est porteur d'une leucémie aiguë ou d'un cancer? Est-ce qu'en lui expliquant tout ce que vous savez sur les mécanismes de transformation d'un globule blanc normal en cellule leucémique, en lui démontrant ainsi le comment de cette transformation maligne, vous apporterez à cette mère bouleversée la réponse à la question qui, dès le diagnostic annoncé, la brûle d'un feu intérieur destructeur? Non. En vérité, absolument pas.
Car à l'instant où sa vie de mère bascule dans le doute et dans la peur, la seule question qui compte est celle du pourquoi. Sa demande du plus profond de ses entrailles n'est pas de savoir comment une cellule de son enfant est devenue maligne, c'est de savoir pourquoi. Vous-même, imaginez qu'on vous découvre un jour un cancer. La première, ou en tout cas la question la plus importante qui vous viendra à l'esprit, sera, j'en suis sûre, pourquoi ? Voilà. Ce que j'ai voulu dire dans cet extrait, c'est que finalement, la relation entre un médecin et un malade, qu'on soit en cancérologie ou ailleurs, cette relation singulière, cette relation dont on parle depuis 30 ans, cette relation, elle est intrinsèquement faussée dès le départ. Dès le départ, elle est en déséquilibre. Pourquoi ? Parce que la seule question qui vous vient à l'esprit, vous, quand vous êtes malade, vous, quand vous accompagnez quelqu'un de votre famille, à qui on va annoncer qu'il a une leucémie, qu'il a un cancer, qu'il a une maladie mortelle, vous qui, parfois, connaissez quelqu'un qui a eu un cancer et qui subitement rechute, la seule question qui préoccupe tous ces gens-là, qui vous préoccupe, vous, qui me préoccupe, moi, en tant que citoyen, c'est de savoir pourquoi. C'est de savoir pourquoi cette foutue cellule, dans le sein, ce jour-là, chez cette femme-là, pourquoi cette cellule est devenue cancéreuse. C'est pas de savoir comment elle est devenue cancéreuse. Ça, c'est pour les scientifiques, mais pour le malade, la seule chose qui compte, c'est pourquoi. Pourquoi moi ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi mon enfant ? Mais quand vous regardez bien cette question du pourquoi, elle est là. C'est l'une des questions les plus archaïques, des plus présentes depuis le début, depuis l'aube de l'humanité. Pourquoi ? Pourquoi le soleil se lève ? Pourquoi le feu brûle ? Pourquoi j'ai faim ? Pourquoi je vais mourir ? Pourquoi j'ai cette maladie ? Alors on a essayé d'expliquer avec Dieu, avec les dieux. On a essayé d'expliquer avec la faute. C'est une punition. Mais en réalité, rien du tout. En réalité, on n'a pas l'ombre du début d'une idée pour savoir pourquoi. Pourquoi c'est moi ? Pourquoi c'est aujourd'hui ? Pourquoi c'est le sein plutôt que la prostate ou... Non, bien sûr, pourquoi c'est le sein plutôt que l'utérus ? Pourquoi c'est le poumon plutôt que la prostate ? Mais c'est pas préparé du tout. Hein, donc... Mais voilà, c'est ça la vraie question. Alors, le médecin, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il est rempli de cette exaltation, de cette science en marche, de toutes ces découvertes qu'il lit tous les jours dans les revues scientifiques, de ces progrès qu'on annonce et qui vont lui permettre de rêver à des jours où il guérira plus, où il guérira moins, où il fera moins souffrir. Et donc il est content, il est heureux, je suis content, moi, médecin cancérologue, quand je comprends comment une cellule est devenue cancéreuse. Comment elle a fait pour se multiplier et une cellule en donne 2, 4, 8, 16, 32, 104, 126, etc. jusqu'à avoir une boule qui contient, quand elle mesure à peine 1 centimètre, déjà 1 milliard de cellules cancéreuses regroupées entre elles. Bien sûr, je sais comment. Et aujourd'hui, je vous l'affirme, tous les cancérologues, tous les chercheurs ont parfaitement compris comment un cancer se déclenche, comment un cancer apparaît, quels sont les facteurs qui concourent à l'apparition d'un cancer. Donc le comment, on y a bien répondu. Et alors, quand le malade, quand la mère d'un enfant, quand quelqu'un nous dit « mais pourquoi ?» Mais nous faisons semblant de ne pas entendre la question. Parce que c'est trop douloureux d'entendre une question pour laquelle nous n'avons aucune réponse. Nous n'avons pas l'embryon d'une idée de la réponse. Alors nous répondons sur le comment. Mais en répondant à côté de la question, nous avons faussé totalement la relation avec le malade. Dominique, alors tu as enfourné, tu peux nous expliquer un petit peu ? On ne va pas l'oublier. Elle va mettre 20 minutes, à peu près 25 minutes à cuire. Et en attendant, on va, comme je sais que tu aimes la cuisine niçoise, on va faire quelques gnocchis. Oh, j'adore les gnocchis. C'est la saison. Les pommes de terre sont bonnes maintenant pour les gnocchis. Qu'est-ce qu'il faut comme pommes de terre ? Alors, il faut prendre de préférence de la Mona Lisa. De la Mona Lisa ? Oui, parce qu'elle est douce, ça sucrée, ressemble à la Blinched, non ? Et oui, et elle tient. Parce qu'il y a beaucoup de pommes de terre que tu utilises et qui ne tiennent pas. Donc, tu ne peux pas faire tes gnocchis. Et alors, il faut les faire cuire dans l'eau ? Alors, elles sont cuites en robe des champs. Donc avec la peau ? Oui, je viens de les éplucher. Avec du sel ou sans sel ? Oui, salé. Et puis maintenant, on va les passer. Si tu veux mouliner un petit coup, là. Avec plaisir, hein. Voilà, et après, on va rajouter du beurre fondu, un peu de farine, sel, poivre et muscade. Et c'est tout. Ça me donne déjà l'eau à la bouche. Et tu vas les faire avec quoi comme sauce ? Que de l'huile d'olive et des copeaux de parmesan. Ah oui, carrément. Alors, tu peux trouver une bonne sauce, tu peux mettre une sauce d'aube, une sauce queue de bœuf, mais le problème, tu vas avoir un bon plat de gnocchi à la sauce, mais tu n'auras plus le goût de la pomme de terre, parce que la sauce va dépasser le goût de la pomme de terre. Donc moi, je préfère nature, comme ça, avec l'huile d'olive et
un tout petit copeau de parmesan. Allez, viens, je te remplace. Dis-moi, tu peux nous dire peut-être qu'est-ce que tu vas faire comme plat? Donc on a la tarte de menton, la pissaladière, Oui. on a les gnocchis de pommes de terre. Après, on aura quelques sardines farcies. Oh là, c'est extraordinaire. Et si on a le temps, on fera un petit pambagna pour terminer. Ah, j'adore les pambagnas. Bon, je te laisse éplucher, on va reparler un peu médecine. Vas-y, à tout à l'heure. Deuxième chapitre. Un si long concubinage avec la mort. Lettre du professeur Bishop à David. Je me suis trompée sur le sens de notre métier, sur le sens de l'acte médical. La médecine, la vraie, celle du bien, n'est jamais la simple pratique d'actes techniques froids sur des êtres insensibles. Elle est d'abord et avant tout compassion, amour, écoute de cet être malade. Elle est réconfort. Elle est, comment te dire, elle est d'abord don de soi, don volontaire, quotidien, parce que son don, cet amour, est la seule bonne réponse, le seul vrai barrage à la souffrance, à la peur, à la solitude, à la maladie. La prouesse technologique, scientifique, ne trouve son sens que si elle reconnaît l'autre, le patient, comme la seule, la vraie raison de l'acte médical. Que si elle reconnaît à cet autre affaibli, malade, désespéré, une intégrité, une vérité qui est la sienne, que rien ne permet de s'approprier, de transgresser. Cette vie, cette destinée est la sienne, et rien ne doit nous autoriser à l'en déposséder. Voilà, ce texte est extrait, on vous a mis les livres, hein, il est extrait du coffre aux âmes. Ce que pose la question qui est posée par cette lettre qu'écrit dans ce roman le professeur Bishop à son élève, pose la question du sens de l'acte médical. Alors vous allez me dire, mais où est la question? Un acte médical, c'est clair, on fait une piqûre, on opère, on donne une chimio. Voilà, c'est un acte, c'est clair. Il y a une activité. C'est un acte et ça soigne. Et donc c'est un acte médical. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous nous posions tous la question, nous, soignants, que nous soyons médecins, professeurs ou docteurs, que nous soyons infirmières, que nous soyons aides-soignants, tous ceux qui interviennent dans la chaîne des soignants. Je crois qu'il est important que nous posions la question du sens de l'acte médical. Alors je vais essayer de vous illustrer pourquoi c'est important de se poser la question. Je vous pose une question. Est-ce que le fait de s'asseoir au bord du lit d'un malade qui va mourir, de lui tenir la main pendant quelques instants, de le regarder avec bienveillance, est-ce que c'est encore un acte médical? Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus dans cet instant, dans ce moment de relation entre ces deux êtres, l'un malade, affaibli, mourant, l'autre qui possède la science, mais cette science qui, dans ce cas précis, est devenue impuissante. La question qui est posée, c'est est-ce que quand il n'y a plus de technique, quand il n'y a plus de technologie, quand il n'y a plus de médicaments, quand il n'y a plus de chimiothérapie, quand il n'y a plus de rayons, quand il n'y a plus d'opérations, quand il n'y a plus rien qu'une main tendue, est-ce que cette main qui prend la main d'un autre malade, est-ce que cet acte-là est encore un acte médical? Je pense que oui. Je suis persuadé que la science la plus pure, la plus forte, la plus magnifique, perd totalement le sens de sa réalité si elle n'est pas accompagnée par un regard, si elle n'est pas accompagnée par une écoute, si elle n'est pas accompagnée par quelque chose qui touche à l'humanité. Je crois que si l'on se contente d'écouter un malade sans l'entendre, si on se contente d'écouter simplement les mots, sans regarder sa peur, sans regarder son regard, sans regarder la transpiration qu'il laisse avec ses mains sur le bureau, sans regarder la façon dont il s'est préparé à cette consultation, on va en parler tout à l'heure, si on ne fait que ça, on ne se sera adressé qu'au malade. Et c'est donc oublier que derrière le malade, il y avait un être humain. Le cancer, même s'il entraîne la mort, le cancer ne peut pas résumer la biographie d'un individu. On n'est pas que un cancéreux. On est un homme, on est une femme, on est un enfant, et à un moment dans sa vie, on est touché par le cancer. Et si celui qui vous soigne, si celui qui est en face de vous, ne vous reconnaît que dans l'identité du malade que vous êtes à cet instant où il vous rencontre, il vous a nié le droit d'être ce que vous êtes et d'être un individu singulier, particulier, précis, unique. Et il vous a refusé, en fait, d'exister, il a refusé votre humanité. Et je ne peux pas, moi, dans mon service, avec mes collaborateurs, je ne peux pas l'accepter. Donc,
je me bats depuis des années pour que, à côté de cette approche technique, bien sûr indispensable, ce que vient chercher d'abord et avant tout un malade dans un service hospitalier, dans un service de grande renommée, dans un service expert, comme ils disent, c'est d'abord et avant tout la chance de guérir, donc le savoir médical, donc la science, donc la connaissance, donc le savoir-faire, donc la maîtrise de toutes ces techniques, de toutes ces technologies. Mais pour autant, je vous le dis, celui qui repartira un jour guéri, comme celui qui malheureusement va s'éteindre doucement, tous ces gens-là sont des êtres humains, ce sont des hommes et des femmes. Et nier leur existence pour ne traiter que le cancer qu'ils possèdent en eux et qui fait d'eux, à un instant de leur vie, des cancéreux, c'est passer à côté de la plus merveilleuse des aventures. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important que nous, enseignants, professeurs, qu'est-ce que c'est un professeur? Ce n'est qu'un docteur qui enseigne. Et que donc nous, professeurs, qui avons la tâche, qui avons le devoir d'enseigner, nous arrivions à, en même temps que nous enseignons la maîtrise des techniques, la maîtrise de la science, le savoir, que nous arrivions à inculquer, à insuffler ce sentiment d'humanité, de reconnaissance de l'humain en face. Et c'est ça, je crois, se poser la question du sens de l'acte médical. Alors, on a fait, la pisse saladière est en train de cuire au four. On va regarder comment... C'est pas facile de passer d'un truc comme ça, c'est un peu l'idée de Daniel Benoît. Merci Daniel. Tu vois, elle est en train de cuire, mais on voit que la pâte n'est pas tout à fait saisie encore 5 minutes là. Enfin, je pense que j'ai faim quand même, hein. Bon, donc on a passé nos pommes de terre. On va rajouter... Ça vous amuse ce truc? La farine. Sinon on vous rembourse à la sortie. Un peu de sel. Noix de muscade. Indispensable. Dans les gnocchis, c'est toujours très bon. Vous voyez là-haut, hein? Bon. Un peu de poivre. Alors le poivre, au moulin, c'est toujours à l'horizontale. C'est Joël Robuchon qui m'a appris ça. Nous, on fait comme ça, mais pas du tout. Le beurre. Le beurre fondu. Alors, dans le beurre, il faut faire attention, il y a toujours du petit lait. Oui, il faut prendre du beurre clarifié, quoi. Voilà. Et le petit lait, tu vois, il est au fond, là, puisque je n'ai pas encore clarifié. On ne va pas le mettre dedans, parce que sinon... Vous voyez ça? Donc, il laisse le blanc qu'il y a dans le lait. C'est de l'eau, en fait. Et si tu mets ça dans ta pâte, dans ton appareil à gnocchi, il va être trop mou. Voilà, tu vois, on le laisse là. Et il faut rajouter un jaune d'œuf. Que le jaune? Que le jaune. L'œuf, c'est un des meilleurs aliments au monde. Enfin, c'est pas ce que disent les cardiologues, hein. Mais je vais vous dire, moi, mourir d'un infarctus, ça évite de mourir du cancer, hein. Et t'as vu, en plus, il est double, celui-là. Hop. Ça va nous porter chance, c'était des jumeaux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Il n'y a plus qu'à. Voilà, mais vous faites il n'y a plus qu'à chez vous, ça ne marche pas pareil. Et vous allez savoir pourquoi. Dans la blouse blanche aussi, comme moi, alors. Oui, mais on est... Ça vous donne pas envie, là? Mais c'est pas pour vous, malheureusement, c'est nous qui allons le manger après, je suis désolé. Mais vous pouvez là, la Miranda, hein, il fait ça. C'est quoi l'adresse? 4 rue Raoul Bozio. Mais il n'y a que 8 tables, alors c'est pas facile, hein. Bon, écoute, pendant que tu finis de faire ça, puisqu'on a quand même 7 petits morceaux. Voilà, on les terminera tout à l'heure. On va On les rouler tout à l'heure. Je te laisse avancer dans ta cuisine. Chapitre 4, la consultation est une pièce de théâtre. Une consultation ressemble à une petite pièce de théâtre. Le premier acte situe les personnages, dont l'un, le patient, raconte sa vie, son passé. Il décrit par ses gestes, par ses mots et les vêtements qu'il a choisis, par ses silences et ses regards, la façon dont il s'apprête à jouer le rôle que la maladie vient de lui attribuer. Jusque-là, il appartenait au monde des bien-portants. Soudain, il le savait, ou il le pressentait, le cancer entrait dans sa vie pour la lui voler. Il n'est plus bien portant. Même s'il doit guérir un jour, il est et se sentira à jamais cancéreux. Il devient différent. Il va vivre avec la peur, avec l'idée que la vie n'est pas et n'a jamais été un bien gratuit, que sa mort constitue une hypothèse plausible. Et le médecin, assis en face de lui, protégé par sa blouse blanche, joue le rôle du docteur, de celui qui sait, qui a probablement la solution, qui a compris. Lui aussi joue un rôle, car lui aussi a peur. Car la blouse blanche ne change rien, ne protège de rien. Sont-ils pourtant si différents, ces deux personnages?
Quand le malade vient, le foie truffé de métastases, d'un cancer du côlon, et décrit les premiers signes ressentis. Et puis cette fatigue qu'il a ressentie, que son médecin, sa femme, son entourage ont mis sur le compte du surménage. Est-ce que tous ces signes, tous ces symptômes, si simples, si quotidiens, si dénués d'importance, le médecin qui semble écouter avec détachement, ne les a-t-il pas déjà ressentis lui-même il y a quelques semaines ou quelques mois? Cette douleur dans le bas du dos, qui descend parfois dans la fesse et qui a permis chez tel patient de découvrir une métastase vertébrale, le médecin ne l'a-t-il pas éprouvé à son tour quand un soir, épuisé par 12 heures de consultation d'affilée, il est rentré chez lui? Mais en cet instant, l'un est le médecin et ne peut pas avoir le cancer, et l'autre est un homme normal, qui dans quelques instants, par la puissance des mots lâchés, dans la conversation, au détour d'un compte-rendu de mammographie ou de scanner, va devenir un cancéreux. Le deuxième acte commence par un banal « Pouvez-vous passer à côté, vous déshabiller ?» La nudité, dans toute sa beauté, comme dans toute sa laideur, est dévoilée. Le corps est livré au regard, sans limite, au toucher professionnel, mais inquisiteur, aux doigts qui parcourent les seins, la gorge, le ventre, les cuisses, pénètrent les zones les plus intimes, avec délicatesse cependant, pour exprimer la pudeur et la tendresse, l'amitié qui seront source de confiance et d'estime. La promiscuité autorise les odeurs, renvoie les parfums, les sensations, la chaleur de l'autre. Comment oublier la main de mon médecin de famille, assis au bord de mon lit, examinant le ventre ou la gorge de l'enfant que j'étais? Sa main puissante et rassurante, ses doigts qui savaient, qui sentaient les choses qui m'échappaient, son souffle, si près de moi quand il se penchait sur cet enfant brûlant de fièvre, couvert de sueur, entouré de ses parents inquiets, et qu'il écoutait les battements de mon cœur au bout du tube de caoutchouc de son stéthoscope, son parfum, son haleine, le grain de sa peau, et puis son sourire, avec au bout de l'ordonnance l'apaisement, la guérison. Là aussi, dans ce deuxième acte du corps révélé, il y a partage, jusqu'au moment décisif, terrifiant parfois, où l'on sent cette scène toucher à sa fin et arriver le moment où il faudra dire les mots, où il faudra être celui qui va prononcer la condamnation. Cancer, chimiothérapie, perte de cheveux, amputation, brûlure, vomissement. Le retour au bureau annonce l'instant fatidique du constat, de la révélation. Deux individus, devenus intimes, parce que l'un a partagé la nudité de l'autre, vont affronter leur destinée, puis se lier jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Et c'est le troisième acte, où l'on est censé savoir et l'autre est censé comprendre. Où en réalité, le premier ne sait pas grand-chose, et surtout pas comment transmettre la certitude de guérir, où l'autre ne comprend pas tout, souvent presque rien, seulement ce qu'il veut bien comprendre. Parce qu'il est bouleversé, parce qu'il ne connaît pas tous ces mots que l'autre lui assène, qu'il peut à peine en imaginer la signification, parce qu'il ne veut pas en imaginer toute la signification. Et cette pièce se rejoue 10 fois par jour, 100 fois par jour, me laissant épuisé, sans paix. Dominique, est-ce qu'on roule les gnocchis? On va les rouler. J'ai commencé. Et regarde la tarte. Voilà la tarte. Vous la voyez là-haut? Alors important, Attention. il faut enlever le fond de la tarte pour qu'elle respire et qu'elle reste bien croustillante. Donc on va... Il y a un truc métallique dessous? Il y a Oui, il y a le fond de la tôle, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Comme ça, un petit peu chaud. Mais bon. C'est cuit là? 20 minutes, ça suffit? Ouais, ça cuit 25 minutes là. Bon, c'est un four que je ne connais pas tout à fait. Les vivantes, tu vois, les vivantes. Non, mais il faut... Attendez, on a répété 2 heures cet après-midi, d'accord? Alors, on fait ce qu'on peut, et lui, ça fait des années qu'il fait ça. Ça tombe bien. On va la laisser refroidir j'adore le petit bout là. Un petit peu, et puis j'enlèverai après. Alors, on verra. Regarde, je t'explique. Les gnocchis, un petit peu de farine. Et alors là, c'est très important, quand tu les roules, le geste, toujours la même pression, tu vois, pour que le gnocchi ait la même épaisseur partout, tout doucement. Et tu penses à ton gnocchi. Tu sais, quand j'ai travaillé chez Sanderins, j'étais tout jeune, hein, j'avais 18 ans, 19 ans, et puis Sanderins venait nous voir en cuisine et il nous disait « Est-ce que tu as parlé aux carottes ce matin ?» Ou alors après, il me disait « Est-ce que tu as parlé au pain ?» Alors, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'est pas bien. Et puis, il était quand même très, très exigeant, très colérique. Et quand le pain n'était pas beau, il nous engueulait. Mais vraiment, il disait, si c'est pas bien fait, je te mets dehors. Et je peux te promettre que tous les jours, quand on tournait notre pain, on lui parlait au pain. Et on le façonnait. Oui, mais... Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, à ce moment-là, on est concentré sur ce qu'on fait.
Et je promets que le pain était plus beau quand on lui avait parlé, mais pas parce qu'on lui avait parlé, parce qu'on pensait qu'au pain. Mais je vais te dire, je pense que à côté de la technique, là aussi, il y a le produit. Et que justement, le fait de choisir les produits, bien sûr, mais de les respecter, ces produits. De parler au pain, c'est respecter le pain. C'est de lui donner une identité, finalement, de ne pas en faire simplement un objet inerte. De parler aux carottes. Il faut avoir de l'amour, voilà. Finalement, la clé de beaucoup de choses dont on va parler ce soir, c'est finalement l'amour. Donc là, on avance, regardez les petits gnocchis. Voilà, alors tu sais, à Nice, on s'amuse voilà, on met un petit coup de fourchette pour juste les marquer. Et ça, c'est pas les gnocchis bidons que vous trouvez, c'est des vrais gnocchis. Il faut expliquer la différence aussi. Les gnocchis qu'on trouve dans le commerce sont faits à la machine. Et quand ils sont faits à la machine, il faut qu'ils aient une certaine densité, qu'ils soient un peu fermes. Donc ils mettent beaucoup de farine dedans parce que sinon, ça explose dans la machine. Et à la main, tu peux les faire très souples, c'est-à-dire très peu de farine et un peu plus de beurre. Et c'est pour ça que ça fait toute la différence. Il y avait combien de beurre pour combien de farine? Alors là, il y avait 60 grammes de beurre et 70 grammes de farine. Pour un demi-kilo de pommes de terre. D'accord. Et un jaune d'œuf. Un gros jaune d'œuf, sinon 2. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les pocher. Combien? Ça dure très peu de temps, la cuisson? C'est 2 minutes. Hein. Oui, c'est le temps que ça remonte. C'est 2-3 minutes, pas plus. Hein. Voilà. Donc après ça, tu vas attaquer dans la prochaine partie qu'on va faire ensemble, tu vas attaquer les sardines. Les sardines, voilà. Et à la fin, on fera les pains bagnas. Les pains bagnas. Voilà. Bon, eh ben, écoute, je te laisse faire des gnocchis. Moi, je vais retourner avec Delphine, parler un petit peu médecine. Et... À tout à l'heure, David. À tout à l'heure. Chapitre suivant, le rapport perpendiculaire. Je m'assis près de D'Alembert et gardai sa main dans la mienne. Je savais, pour avoir été gravement malade 2 fois dans ma vie, combien le rapport perpendiculaire d'un malade couché et d'un médecin debout, l'un à moitié nu et l'autre bien habillé, était écrasant et avilissant pour le patient. Tant de médecins, oubliant la plus élémentaire des compassions, croyant devenir plus puissants par ce méprisable stratagème, avaient utilisé et utilisé malheureusement encore cet imbécile jeu de posture qui humiliait davantage un malade affaibli, perdu dans un monde et un langage que tout concourt à lui rendre étranger et angoissant, alors que ce monde ne devrait exister que pour lui. J'ai toujours été extrêmement choqué par cette notion de rapport perpendiculaire. C'est vrai que c'est avilissant. C'est comme ça que j'ai commencé mon apprentissage en médecine, comme Dominique son apprentissage à cuisine. J'ai été l'interne des plus grands patrons de la cancérologie au début des années 80. Et il y avait cette chose que j'ai trouvée très vite insupportable et dans laquelle... et que j'ai décidé de mettre fin il y a quelques années dans mon propre service. Et c'était cette grande visite. Vous savez, cette grande visite. Quand on est malade, quand on est hospitalisé, et je l'ai été, moi, 2 fois dans ma vie, atteint de maladies gravissimes, potentiellement mortelles, j'ai connu ça. Je sais ce que pensent les malades. Je l'ai été moi-même. Ils attendent la visite du patron, cette grande visite. Ce patron qui arrive dans son service, dans son étage, où il va passer de chambre en chambre, et où il revêt sa blouse, il revêt sa capuche, un peu comme un matador qui met son habit de lumière pour entrer dans l'arène. Il devient Dieu. Tout le monde est derrière lui, la surveillante, les infirmières, les internes, les chefs de clinique, les agrégés, les praticiens hospitaliers. On est 25, on est 30, on est 35. Et puis on avance comme ça, de chambre en chambre. Je m'en souviens, on rentrait dans la chambre. La chambre était tellement petite que les 30 que nous étions ne pouvions pas tous rentrer. Alors il y en avait qui restaient dehors et qui discutaient, donc on entendait un bruit. Et puis les 15 qui étaient dedans écoutaient le patron. Et qu'est-ce qu'il faisait le patron là, à faire avec ça, comme ce matador? C'est un peu l'image qui me revient. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à la surveillante, mais dites-moi, monsieur Durand là, il a bien dormi cette nuit? Et la surveillante disait, oui, il a pas mal dormi, il a un peu vomi, mais ça va. Et la question était, pourquoi il ne demandait pas à monsieur Durand s'il avait bien dormi? Il ne lui demandait pas parce que ce rapport perpendiculaire entre lui debout et l'autre couché, entre lui qui sait et l'autre qui ne sait rien, entre lui qui est propre, qui a pris sa douche, et l'autre qui a été malade toute la nuit, qui a transpiré avec la fièvre, avec le vomi, entre ce rapport et tout ce qu'il y a de plus écrasant, de plus avilissant. Le malade, dans ce rapport, n'existe pas. Il est le socle. Celui qui existe, c'est celui qui est debout. C'est le patron.
On lui a nié, encore une fois, son identité. On ne le touche même plus. On ne le parle même plus. Et ça, j'ai décidé, moi, il y a une dizaine d'années, et combien on me l'a reproché, j'ai décidé de mettre fin à cette visite. L'enseignement aux jeunes internes, il ne se fait pas dans ces conditions. C'est tout ce qu'il ne faut pas leur apprendre, ce qui se passe dans cette grande visite. L'enseignement, le vrai, celui qui va leur permettre d'être demain de bons médecins et des médecins bons, c'est celui qui se fait en respectant le malade, en rentrant à 2 dans la chambre au maximum. Mais plus la grande visite. Alors tous les autres chefs de service de mon hôpital ont dit « Mais quoi? Pourquoi il ne fait pas ça ?» Mais non, il ne fait pas ça parce que c'est insupportable de faire ça. Je n'ai pas fait médecine, je ne suis pas devenu cancérologue pour faire ça. Je veux pouvoir avoir ce rapport particulier, ce rapport sans cesse renouvelé de malade en malade avec chacun de mes malades. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de cette pièce de théâtre. Et maintenant, on parle de ce rapport perpendiculaire qui avilit. Dans tout ça, il y a dans cette pièce de théâtre, on l'a dit tout à l'heure dans ce texte qui était tiré d'un livre qui s'appelle « Ne meurs pas », qui a été mon premier roman. Cette pièce de théâtre, cet élément de la pièce de théâtre et cet élément dont je veux parler tout à l'heure, c'est cette notion du toucher. Vous savez, un malade se prépare à la consultation avec un grand professeur, comme ils disent. Il se prépare des semaines à l'avance. Et il discute avec sa femme, il discute avec ses filles, il discute avec sa famille. Il ne faut surtout pas que j'oublie de lui dire ça. Et il note, et je vais lui raconter que j'ai eu ça, et tu lui diras bien que... Et puis on va acheter des vêtements neufs, et on va se laver, on va être pimpant. Vous savez, lorsque j'ai sorti ce premier roman, c'était en 96 ou 97, j'avais 36 ans, 37 ans, et à un moment donné, le jeune médecin, qui est le héros du livre, va opérer un malade en urgence pour faire une trachéotomie pour un malade qui respire mal. Et à ce moment-là, il a besoin d'une interne. L'interne est une jeune fille très mignonne. Et tous les deux se déshabillent à toute vitesse pour s'habiller en pyjama opératoire. Et à un moment donné, elle se déshabille, la fille. Et je dis dans le texte, je ne suis pas un vrai écrivain, j'écris des histoires. Hein, et je dis, et à ce moment-là, il la regarde et elle a des dessous bleus. En 96, c'était pas la mode, les dessous bleus. Hein. Tout le monde était rouge, noir ou blanc, ou beige. Bon. Et donc, j'ai dit, il a des dessous bleus. Et le garçon était captivé par cette jeune femme, très belle, avec... c'est pas une malade, hein, c'est un médecin, il n'y a pas de transgression, tout va bien. Bon. Et j'ai dit, les dessous bleus. Et je me suis rendu compte, le livre sort, il a un énorme succès, à ma grande surprise. Et quelques mois plus tard, je me rends compte un jour, je finis ma consultation à 8h, 8h30, et je me rends compte que toutes les femmes que j'ai vues dans l'après-midi avaient des dessous bleus. Je suis rentré chez moi, je dis, mais putain, c'est devenu à la mode, les dessous bleus ou quoi? C'est pas mon livre qui va changer les pratiques en matière de lingerie quand même, non. Mais c'est parce qu'il y avait cette idée de séduction et si il me regarde, il me guérira. C'est très joli ça. C'est pas apprendre au sens pervers, c'est apprendre au sens justement du fait que cette malade est une femme et qu'elle ne nie pas sa féminité parce qu'elle ne donne pas le droit au cancer de la lui nier. Mais je parlais, c'est une digression, mais je parlais d'un moment captivant pendant cette consultation. C'est le moment où, dans la deuxième partie de la pièce, quand on dit au malade, allez, si vous voulez bien passer à côté, vous allez vous déshabiller, je vais vous examiner, et qu'à ce moment-là, au moment de l'examen, à un moment donné, je pose ma main sur lui. Et à ce moment-là, il y a cette sensation du toucher. Il y a eu tous les autres sens, le regard, l'audition, le parfum, tout ça, l'odorat. Mais à un moment donné, il y a le toucher. Et ce toucher dans la proximité, qui est obligatoire, puisque vous ne pouvez pas avoir plus de la distance des avant-bras, 40 cm. Donc vous êtes à 40 cm, vous voyez tout, la peur, la transpiration, l'inquiétude, la joie, les questionnements, vous les voyez, mais aussi ils vous voient. Ils voient si vous avez peur de leur dire quelque chose, ils voient si vous êtes inquiet, ils voient comment vous êtes vous-même, et tout ça se joue dans cette terrible proximité. Et puis il y a ce toucher. Je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Elle parle aussi un peu de ce rapport perpendiculaire. Un jour, je reçois ma consultation, j'ouvre la porte et j'appelle un monsieur. Son nom avait une consonance nord-africaine. Et je vois se lever deux jeunes femmes de à peu près 25-30 ans. Et je vois ce monsieur qui se lève avec un pardessus tout neuf, un chapeau tout neuf, des chaussures toutes neuves. Et il rentre dans mon bureau comme ça, et il s'assoit, les deux filles se mettent de part et d'autre. Et je dis, bon, on commence la consultation, quel âge avez-vous, etc. Et le type ne me dit pas un mot. Chaque fois que je pose une question, c'est une des filles qui me répond. Et j'en pose des questions dans une consultation, parce que je veux savoir toute l'histoire, bien sûr, pour mieux comprendre. Ce sont les filles qui me racontent.
il a tel âge, il a eu ça. Oui, non, non, il avait mal au ventre. Non, et ça, et ci, ça. Bon, à un moment donné, je dis, bon, il avait posé son chapeau sur mon bureau et il était resté avec le par-dessus. Et je lui dis, bon, monsieur, venez à côté, je vais vous examiner. Il avait un cancer du poumon avec des métastases partout. Il avait 75 ans à peu près. Il est venu dans la petite salle à côté. J'avais laissé la porte un tout petit peu ouverte. J'ai laissé les 2 filles dans mon bureau. Et puis, je lui ai dit, déshabillez-vous. Et là, j'ai vu la chemise toute neuve. Vous savez, elle a encore les trous des aiguilles dans les plissures. Tout était neuf, les chaussures étaient neuves, tout était neuf. Il s'était préparé, et ses filles l'avaient préparé à cette consultation dont ils attendaient, à l'évidence, beaucoup trop de choses. Et ce monsieur, il s'est déshabillé, il s'est allongé sur le lit. Je l'ai examiné, le ventre, tout ça. Et puis, à un moment donné, je lui dis, asseyez-vous, je vais examiner vos poumons. Et il s'assoit devant moi, et moi, avec mon stéthoscope, j'écoute les poumons derrière, mais pour qu'il reste assis, je le tiens par l'épaule. Mais regardez ce mouvement, ce geste de tenir quelqu'un par l'épaule, c'est le geste, par définition, de l'amitié. C'est le geste, voilà, quand vous aimez quelqu'un, vous ne le prenez pas l'épaule, c'est une façon de montrer son affection. Et quand je l'ai pris par l'épaule, cet homme qui n'avait pas dit un mot s'est mis à pleurer. Il pleurait par gros sanglots. J'étais très mal, c'était très difficile de vivre ce moment. Et puis je lui dis, je l'ai rassuré, je l'ai caressé, je lui dis, allez, vous inquiétez pas, on va trouver quelque chose. Bien sûr qu'il n'y avait rien à trouver, c'était totalement désespéré. Mais j'ai essayé de le rassurer comme ça, lui donner un peu d'espoir. Et puis il m'a dit, je lui ai tendu un mouchoir, et il m'a dit surtout, ne dites pas à mes filles que j'ai pleuré. Je lui ai dit, vous inquiétez pas. Et puis, je lui ai dit, allez, rhabillez-vous, je l'ai fait descendre. Pendant qu'il se rhabillait, je suis retourné dans la pièce, dans mon bureau. Il y avait les 2 filles. Et les 2 filles m'ont dit, monsieur le professeur, je vous en supplie, ne dites pas à mon père qu'on l'a entendu pleurer. Alors. Belle histoire. Histoire vraie. Alors, on passe aux sardines. Ah, allez, les sardines. C'est peut-être un peu plus gai. Alors, on passe de la mort aux sardines, c'est sympa comme tout. Elles sont mortes aussi. Hein. Donc elles ont été pêchées dans la Méditerranée, elles sont belles, bleues. On les a... Il y a une saison pour les sardines? Non, on en trouve toute l'année. Oui. Mais par contre, on a la saison pour la poutine. Ah oui, ça. Au mois d'avril, petit alvin de sardines ou d'anchois. D'accord. Voilà. Quand j'étais gosse, la femme de ménage à la maison nous faisait des omelettes à la poutine. Oui, c'est typiquement niçois. Moi, j'aime bien la faire juste crue sur le... Voilà. C'est pas mal aussi. Alors, on les a ouvertes en 2, on les a désarrêtées. Et là, elle est prête à être farcie. Et donc la farce, très important à Nice, dans la cuisine niçoise, on utilise beaucoup de blettes. Dans les raviolis farcis, on en met dans les lentilles, mais dans toutes les farces, dans la farce à sardine, il y a de la blette aussi. On en fait un dessert sucré qu'on trouve qu'à Nice, la tourte aux blettes. Donc il y a de la poitrine salée, du pain trempé au lait pour donner le côté moelleux, des œufs pour faire tenir la farce, un peu de fromage, du sel, du poivre, et je crois que et la blette bien sûr, échalote et persil. Voilà. Donc c'est clair ce qu'il a mis dedans? Bon. Parce qu'après, il y a interrogation écrite, vous allez faire la même chose, il y en a préparé des cuisines derrière. Hein. Alors, on va les façonner un petit peu comme ça. Tu vois, bien bombées, qu'elles aient... Et on les passe dans la chapelure. Mais ça, c'est pas une chapelure normale. C'est une chapelure maison. Ah, c'est ça, oui. Comment tu fais cette chapelure? C'est avec le pain qui nous reste le soir, on le met au four, et le lendemain matin, on le passe au hachoir. Et on a une chapelure maison. Tu vois, elle a plus de goût, elle est plus brune. Ça vous donne envie, hein? Oui, voilà. Ben, moi aussi. Et donc on les dispose comme ça, juste dans un plat huilé, dans un four préchauffé à 220 degrés. On va les cuire à peu près 10 minutes. C'est génial tout ce qu'il fait, hein? Et ça, c'est un plat qui est pratique parce que tu peux le faire en mise en place. Tu vois, tu le fais le matin. Pour le soir. Frais, une fois que tu as mis ah oui, bien sûr. La farce dessus, tu mets un film alimentaire? Oui. Et au-dessus de ça, par exemple? Non, au-dessus de ça, tu n'as pas besoin. Non, mais tu mets un film sur quoi, alors? Non, si par exemple tu le fais le matin... Voilà, comme ça, tu les places dans le plat? Oui, tu les mets dans une plaque ou dans ton plat et tu le mets comme ça au frigo. Au frigo, et après, ça tient? Oui, pas de problème. Et ensuite, combien t'as dit? 10 minutes de cuisson? Oui, 10, suivant le four. Et 10 à 15... en friture? Non, au four. Au four, juste avec un peu d'huile d'olive. Donc, quel tu vois, thermostat? 200, il faut... moi, je parle toujours en degrés, c'est 220. 220, à peu près 12 minutes, quoi. Bon, eh bien écoute, je vais te laisser encore une fois, il nous reste trois petits chapitres.
La puissance des mots. Pardon, la puissance des mots. Mais il est une quatrième arme dont il faut avoir conscience. Celle-ci allie dangerosité et puissance thérapeutique. Cette arme, non moins puissante que les autres, tout aussi difficile à maîtriser et pourtant d'un maniement par ailleurs si naturel, cette arme est la parole. Et ses projectiles, les mots. Les mots qui se disent comme ceux qui s'entendent, les mots qui se partagent, qui s'unissent, qui réconfortent ou qui blessent. Ces mots, il ne faut pas l'ignorer, sont d'une puissance extrême. Ils expriment, venant du médecin ou plus généralement du soignant, quel qu'il soit dans la chaîne, le savoir, l'expertise. Les mots sont donc à même de rassurer, de porter l'espoir dans le cœur des malades, de décrire un cheminement tout autant qu'une promesse. Ils peuvent alors mobiliser les forces du malade engagé dans un combat titanesque, l'encourager, le tenir debout, là où tout concourt à le faire s'effondrer, à mieux comprendre les enjeux qui, dès lors, sont autant les siens que ceux pleinement partagés des proches qui vont l'accompagner. Ils sont la reconnaissance manifeste et le socle dépositaire de ce que ce combat a à voir de pénible, de difficile, d'éprouvant. Ils porteront ainsi au plus haut des valeurs humaines le courage et l'engagement de celui qui s'apprête à lutter, ne niant en rien, ne minimisant jamais ce qui pour lui, c'est être malade, qui dès l'instant terrible du diagnostic va se placer résolument à l'épicentre de ce qu'il va advenir, de tout ce qui lui sera fait, et va représenter le sacrifice de ceux qui jusque-là faisaient le confort de sa vie, la beauté de ce qu'il était, la force de ce qu'il avait vécu. Ce sein que l'on abîme, ces cheveux qui vont tomber, ces ongles qui vont se noircir et se déformer, tout ce qui, aux yeux des autres, dans l'intimité de sa relation amoureuse, comme dans le regard de ceux qui l'entourent, vont faire de lui un cancéreux, cet être devenu différent, ce mort qui marche encore. Mais aussi ces nausées, ces douleurs, cette immense fatigue, ces peurs, ces insomnies, ces angoisses, ces doutes, ces terribles désespoirs. Lui-même aura un infini besoin d'en parler, à la recherche non pas tant de compassion que surtout de compréhension. Il en parlera lui aussi, avec ses propres mots. Cette parole, ces mots, ils sont à lui tout autant qu'au médecin. Ces mots, il y va de notre honneur, de notre devoir, de notre colonne vertébrale de soignants de les écouter, de les entendre à chaque fois, pour chaque patient, même si parfois, d'un patient à l'autre, ces mots se ressemblent. C'est en réalité dans leur subtile différence, dans leur infime variation, dans tout ce qui les entourera, un vêtement trop neuf, une main qui transpire, un carnet de questions trop bien agencé, un regard qui se baisse en posant une question, qui s'exprimera la personnalité de ce patient-là. Et celui-là sera à nul autre pareil, car nous sommes tous différents et nous réagissons avec notre façon d'être, notre voix, nos gestes à ce qui nous arrive. Si le philosophe le sait, le médecin en est convaincu. Il s'agira de l'entendre justement dans le respect de sa personnalité. Ceux qui partent au combat, comme ceux qui demain en reviendront, méritent cette écoute attentive et bienveillante, car ici réside, tout autant, je le crois, que dans la maîtrise du savoir technologiste, l'essence même de ce métier de soignant. Mais si cette écoute des mots du patient, comme l'expression des mots du médecin, peuvent aider à la guérison, ceux-ci peuvent aussi parfois blesser, casser, meurtrir, tuer sans doute même. Combien de fois ai-je vu arriver à ma consultation ces êtres brisés par des mots trop violents, trop durs, trop inhumains. Une annonce du diagnostic faite dans un couloir ou sur la messagerie d'un répondeur téléphonique, un geste déplacé qui montre l'inquiétude, un regard fuyant au moment de répondre à une question difficile. Tout, dans ces instants fatidiques où la guerre est déclarée, tout le dit et le non-dit face à un être désarmé et à fleur de peau, tout peut blesser ou bien réconforter. Et ce risque est encore accentué par cette distorsion naturelle inévitable qui est si fréquente chez le patient, pour lequel une grande part de ce qui va se dire le sera dans une langue étrangère, la langue des médecins avec sa terminologie barbare. Le cancer est un envahisseur malveillant et le cancérologue est souvent perçu comme son porte-parole, son émissaire. Il est donc de notre devoir, tout en ne refusant aucune explication, aucune donnée sur les modalités de ce combat qui commence, de tenir compte du fait que ce que l'on a dit n'est pas toujours, pas nécessairement ce que l'autre, le patient, a entendu ou compris. Le malentendu erre dans nos couloirs. Un mot pour un autre jalonne les courriers que nous recevons. L'imprécision est la fille de l'angoisse, mais aussi, bien souvent, sa mère nourricière. Répéter ces mots avec indulgence, en choisir d'autres pour être mieux perçus, mais surtout toujours les choisir en pensant à ne pas blesser. Tel est le difficile mais indispensable devoir du médecin, dans cette relation si singulière entre un médecin et un homme ou une femme devenu malade. Les larmes et le sang sont des acteurs non négligeables dans ce combat, entre les mots et les mots MAUX. Les mots, dans cet espace particulier de l'univers médical, possèdent aussi une autre fonction essentielle à mes yeux. Ils sont l'outil de la transmission. Et la transmission, c'est important parce que
Dans la cuisine aussi, on est un grand chef quand on maîtrise naturellement toutes les techniques de cuisson, de préparation, naturellement quand on a inventé ou su réaliser les plus grandes recettes. Mais on est aussi un grand chef, je le crois, quand on est capable d'expliquer une recette, d'en faire quelque chose de simple, que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut réaliser à son tour. Et ça, créer des élèves, c'est quelque chose de très important qui constitue le socle de ce qui fait, à mon sens, d'un chef un grand chef. Alors toi aussi, hein, tu aimes transmettre, je veux dire, vu le nombre de recettes que tu m'as appris, clairement, tu ne peux pas nier ce soir que c'est quelque chose d'important pour toi. En plus, tu expliques très très bien, vous avez vu, c'est calme, c'est précis, ça a l'air tellement facile ce qu'il fait. Mais je crois que pour bien transmettre, il faut d'abord aimer son métier, avoir un peu de passion, être amoureux de ce qu'on fait, des produits, et puis ça vient tout seul. Je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est presque une évidence, toi. Et maintenant, on part sur le Pambagna parce que... Alors ça, c'est le plus anti-cancer de tout. Il y a des poivrons, c'est plein de piperine. Vous avez des oignons, c'est plein d'alicine. Vous avez de l'œuf, je vous l'ai dit, c'est un excellent aliment, très complet, très pur. Vous avez les tomates, c'est plein de lycopène, anti-cancer de prostate. Vous avez des artichauts, là encore, il y a de la quercétine. Enfin, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire vraiment de la prévention. C'est de la bonne nourriture. En plus, on n'a pas l'idée de manger un Pambagna à une époque où il n'y a pas tous ces ingrédients. Le propre de la cuisine provençale, et c'est dans ce sens où je disais tout à l'heure qu'elle était très anti-cancer, si vous permettez, c'est qu'elle est cuisine de saison. À Nice, j'ai jamais vu manger des produits qui ne poussent, des produits l'hiver qui ne poussent que l'été. On a cette habitude dans cette région de manger ce que la terre nous donne en fonction des saisons. Et la variété, la diversité dans l'alimentation, comme je le dis, c'est une des règles d'or du vrai régime anti-cancer. C'est ne pas cuisiner de la même manière, ne pas utiliser toujours le barbecue ou la friture ou la cuisine au wok. C'est ne pas utiliser tous les jours les mêmes aliments, c'est suivre les saisons. Déjà, si vous respectez ça, vous avez déjà 2 des plus belles règles d'or pour prévenir le cancer. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Je n'ai pas tout à fait suivi la saison, là. Oui, parce que pour moi, le Pambagna, c'est au printemps. Parce que là, ce soir, il va nous manquer un élément, c'est la févette. Ah oui. Parce qu'en fait, le Pambagna, c'est rien d'autre qu'une salade niçoise. Mise dans un pain qu'on a mis à baigner. Voilà. Dans quoi? Dans l'huile ou dans le vinaigre? Non, en principe, dans... Tu sais, les femmes, le jour de fête, faisaient une très belle salade niçoise. Donc, normalement, le jour de fête, c'était thon. Et les jours normaux, anchois. Mais jamais, normalement, les deux. C'était trop cher, trop riche. Et quand il restait la salade niçoise le soir, le lendemain, elle la laissait de côté, elle coupait le pain et elle versait, donc il y avait le jus de la tomate qui s'était fait, et elle versait ça dans le pain et elle refermait. Et l'homme partait au champ avec, et il avait son Pambagna, pain mouillé, pain trempé. Voilà. Mais il doit y avoir tous les ingrédients de la salade niçoise. Et donc il y a 13 ingrédients différents. Ah oui, alors vas-y. Et normalement... Je sais qu'il y a une grande discussion entre Maximin et d'autres sur le contenu de la salade niçoise. Normalement, tout est... codifié. Oui, cru, sauf l'œuf et le thon. Voilà. Ouais. Mais il n'y a pas de haricots verts. Ah non, pas du tout. Alors, donc, il n'y a pas de pommes de terre. Non, tu les as tous donnés. Parce que souvent, vous allez dans les restaurants dans la région, salade niçoise, pommes de terre, haricots verts. Hein. C'est une hérésie. Oui, tu les as tous donnés pratiquement. Donc le poivron, compte alors. Poivron, cébette. Artichaut. Radis. Céleri. Tomate. Basilic. œuf. Les févettes qu'on n'a pas ce soir. Le thon, les anchois, les olives. Voilà, 11, c'est bon. Et bien alors, comment tu commences alors, tu fais quoi là? Démarre et puis je vais finir. Tous les Pambagna qu'on mange, ils sont prêts d'avance et ils nous versent de la vinaigrette dessus. Ça ne peut pas être bon. Donc il faut assaisonner chaque élément pour soi, avec un peu d'huile, un peu de sel, un peu de vinaigre si c'est nécessaire. Et ensuite, on remplit le Pambagna. Et là, on va avoir un vrai et bon Pambagna. Non, il n'y en a que 2. Et là, important aussi, quand le pain a un tout petit peu trop de mie, on en enlève un peu, comme ça. Et là, ils ne sont pas un peu blancs, ces pains? Et un petit peu. C'est ce que j'ai reproché au boulanger ce matin. Mais à Nice aussi, ils veulent que ce soit un peu mou, parce que c'est plus facile à manger. Mais moi, je les aime bien plus croustillants, et les couper, et on les mange comme ça. Voilà. Donc, alors, vas-y, commence à les préparer. Oui, je mets un peu d'huile dans le fond, un peu dessus aussi. Et puis après, je vais les garnir avec tous les éléments qui auront été assaisonnés, chacun pour soi. Il y a un ordre particulier ou pas? Non, ça c'est un peu comme tu le veux. Ce qu'on a oublié tout à l'heure, c'est la salade. On met un peu de mesclun dans le fond aussi. Ah d'accord. Donc en ce moment, il y a la pisse saladière repose tranquille. Oui.
Les sardines sont au four. Les sardines sont au four. Les gnocchis sont frais, on les cuira tout à l'heure si on a le temps. Voilà, et puis moi je vais faire les pans bagnats. Alors, commence juste un petit peu et puis on va passer à l'avant-dernier. Voilà, on va mettre les tomates, on mettra la salade après. L'avant-dernier thème. Voilà. Avant-dernier chapitre, laisser mourir, aider à mourir. Et puis venait le regard suppliant de celui qui voudrait ne plus souffrir, de celui qui n'y croit plus, qui a compris que tout ceci ne servira plus à rien. Le regard de celui qui hier encore vous demandait de le rassurer et de lui promettre qu'il sortirait de ce mauvais pas, et qui maintenant, sans rien dire pourtant, vous demande, vous supplie de le laisser mourir, de l'aider à mourir, de le faire mourir. La mort, pourtant, la mort naturelle, met encore de longues heures, de très longues heures à venir. Les mots, devenus trop pénibles, devenaient inutiles. Seule restait la confiance, tant de fois partagée, la tendresse d'une caresse sur le dos de la main, et l'amour que vous rendent ceux que l'on aime et qui sont assis là, impuissants, autour du lit. La mort venait enfin, et avec elle l'apaisement d'un être qui avait souffert un véritable martyre. J'avais vu des patients mourir d'insuffisance respiratoire dans des services où l'extrémisme insensé de certains patrons interdisait l'acte le plus charitable qui soit, celui qui met fin au calvaire d'un malade qui n'en peut plus. Oui, j'avais vu des patients mourir d'insuffisance respiratoire. D'Alembert avait des larmes dans les yeux lorsqu'il me fit promettre d'assumer le moment venu les responsabilités que la confiance et l'estime qu'il avait mises en moi impliquaient. Ce serait un secret entre nous, un terrible secret. Je n'ignorais pas combien cette demande lui coûtait, au-delà même de la vision de sa propre mort qu'elle faisait surgir. Il était catholique et profondément croyant. Je savais néanmoins, pour avoir été si souvent à ses côtés, qu'il avait su parfois dépasser certains dogmes aussi absurdes qu'inflexibles. Je lui fis le serment qu'il attendait, et à partir de ce jour, ce sujet ne fut jamais plus évoqué entre nous. Bien sûr, ici, le thème, le propos, c'est la question de l'euthanasie. Alors, il n'y a pas une émission de radio, de télé, il n'y a pas un journaliste à presse écrite qui n'a manqué de me poser à un moment donné ou à un autre la question « Est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie ?» La réalité n'est pas aussi simple. On n'est pas pour ou contre. Ça, ce sont ceux qui ne vivent pas avec les malades qui meurent, qui peuvent avoir une idée comme ça aussi précise, aussi extrême. La vie au quotidien avec des malades qui meurent, c'est une vie qui doit se faire dans la subtilité de la compréhension de ce qui fait la différence entre chacun de ces malades. On ne peut pas parler des malades. Chaque malade est différent. Et chaque fois, le rapport que vous allez avoir avec lui, et qui fait que quand il va mourir, il va emporter une part de vous. Parce que vous devrez, vous, continuer de vivre avec l'idée, avec le souvenir de sa voix, avec le souvenir de son regard, avec bien sûr, le souvenir cuisant de votre puissance, de votre échec. Et ces malades, chaque fois, des dizaines de fois, des centaines de fois, des milliers de fois, en 35 ans de lutte contre le cancer, ces regards, ces voix, ces êtres que vous avez croisés à un moment dans leur vie, tout ça vous hante en permanence. Est-ce que pousser une seringue avec quelque chose qui va entraîner la fin de la vie règle le problème? Est-ce que vous vous sentirez mieux après? Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Bien sûr que parfois, il faut le faire, et bien sûr que parfois, je l'ai fait. Est-ce qu'il faut se dire qu'on a cette puissance-là, qui est de décider de la vie et de la mort à chaque fois? Est-ce qu'on est assez intelligent, assez subtil dans notre façon d'appréhender la différence, d'appréhender l'autre, d'appréhender ce malade-là, pour se dire qu'on a le droit d'avoir cette puissance? Ce n'est pas aussi simple que ça. Et aucune loi ne pourra résoudre cette équation-là. Personne. C'est chaque fois une décision qui sera prise dans un moment très particulier, dans un moment, je vous le promets, comme j'aurais tellement aimé, rêvé de ne l'avoir jamais vécu. Mais ce moment, il est inévitable quand on fait ce métier, et il faut savoir à ce moment-là le regarder, le vivre, ce moment, avec le plus d'ouverture du cœur, le plus d'ouverture de l'esprit. Il faut savoir, à chaque fois, avoir la bonne attitude et le bon geste. Vous savez, 35 ans de lutte contre le cancer, ça m'a
détruit une immense partie de ma vie. Parce que, essayez d'imaginer ce que la vie d'un cancérologue quand il voit autant de gens mourir. Un jour, il y a quelques mois, il y a un journaliste qui m'a dit « Mais enfin, vous parlez tout le temps de la mort, mais enfin, vous avez déjà vu mourir des gens ?» Je dis, bien sûr, j'ai vu des gens mourir. Non, mais il dit « mais enfin, vous en avez vu mourir combien ?» Et enfin, moi, j'avais jamais pensé en termes de quantité. Parce que c'est pas 2 morts, c'est une mort et une autre mort. Et il me posait la question, mais combien? J'ai réfléchi, je suis rentré à la maison, je dis, mais comment je peux parler de ça? C'est pas des kilos de morts, c'est pas des mètres de morts, c'est des morts chaque fois individuelles, c'est des souffrances chaque fois différentes. Mais quand j'ai regardé un petit peu comme ça, j'ai constaté, j'ai été obligé d'admettre que j'ai vu mourir probablement plus de 4000 personnes dans ma vie. Qui a vu mourir 4000 personnes à part moi? À part les quelques cancérologues que nous sommes? Personne. Comment peut-on ensuite rentrer chez soi et essayer de raconter ça? Mais en même temps, c'est pas la mort que je veux retenir de tous ces malades. C'est plutôt la vie que j'ai eue un moment avec eux. Et je vais vous raconter une anecdote. Elle me touche encore aujourd'hui. Un jour, il y a une amie qui m'a demandé de prendre en charge sa sœur qui habitait en Vendée et qui était une très vieille dame. Elle devait avoir, je sais pas, 75 ans aussi, à peu près. Et elle avait 2 cancers. Elle avait 2 cancers. Et elle avait décidé, au moment où les métastases étaient apparues et où son cancérologue en Vendée n'arrivait pas à savoir de quel cancer venaient les métastases et donc n'arrive pas à se décider pour proposer un traitement, elle avait décidé, elle, la sœur, de ne pas se soigner, de mourir tranquillement. C'était une femme extrêmement croyante, très catholique, et elle a dit, moi, j'ai pas peur de la mort. Elle le salue derrière, et donc, je veux pas me soigner. Et donc, elle refusait tous les soins, localement, en Vendée, et sa sœur désespérée, et puis elle m'a dit, tu parles tellement aux malades, tu sais toujours les convaincre, leur donner un peu d'espoir, je veux absolument que tu vois ma sœur. Et donc, j'ai fini par recevoir la sœur à Paris, une dame très gentille, très touchante, et j'ai fini effectivement par non seulement comprendre de quel cancer venaient les métastases, donc quelle chimio proposer, mais en même temps, j'ai réussi à la convaincre de tenter sa chance. Je lui ai dit, écoutez, je vous promets, on va faire juste 2 petites chimios, ils ne vont pas vous faire tomber les cheveux, rien de grave, et si ça marche, on continuera. Mais si vous ne supportez pas ou que ça ne marche pas, je vous promets, on l'arrêtera au bout d'1 mois. Et finalement, sourire, regard, elle m'a fait confiance. Et on a commencé cette chimiothérapie, et puis elle a marché. J'allais dire, bien sûr, elle a marché. Et chaque fois qu'elle venait me voir, tous les 2 mois à la consultation, elle n'était pas de Vendée, pardon, elle était du Massif central. Et tous les 2 mois, quand elle venait à ma consultation, elle me disait, vous savez, j'habite à quelques pas du restaurant des frères Trois-Gros, de Pierre Trois-Gros, et elle me disait, voilà, je suis très amie avec le fromager qui fournit les fromages à ce restaurant qui a 3 étoiles au Michelin, qui a inventé le saumon à l'oseille, par exemple. C'est un très grand restaurant. Et donc, elle m'apportait à chaque fois un petit Saint-Nectaire fermier de son fromager qui fournissait un restaurant 3 étoiles. Elle était fière de ça. Voilà, pas comment elle voyageait avec l'odeur du fromage, mais bon, elle arrivait avec son fromage et tout. Et je l'ai tenue comme ça pendant, je sais pas, presque 2 ans. Et puis un jour, petit à petit, le traitement a cessé de marcher. Elle a bien entendu, et j'ai respecté sa décision, elle a bien entendu souhaité ne pas se lancer dans une nouvelle chimiothérapie forcément, nécessairement plus forte. Et donc on a dit, bon, voilà, on a fait une belle bataille, on s'est vus comme ça tous les 2 mois pendant près de 2 ans, et on s'est bagarré, et on a gagné 2 ans de vie. Vous savez, mon métier, c'est rarement de guérir, c'est le plus souvent de prolonger un peu, mais à condition que cette prolongation se fasse avec une bonne qualité de vie. Et puis comme ça, on s'est dit un jour, c'est la seule fois où à la fin, on s'est embrassé quand elle est partie de mon bureau. C'était une façon, non pas de lui dire au revoir comme à chaque fois, mais de lui dire adieu. Je savais que je ne la reverrais plus. Et puis effectivement, quelques temps plus tard, je reçois un faire-part, elle était morte. J'étais bien sûr blessé, mais il n'y avait rien à faire. Et puis, 3 mois plus tard, Chronopost, je reçois un paquet avec un énorme Saint-Nectaire. Ah, j'ai ouvert, mais qui m'envoie du Saint-Nectaire? J'avais oublié tout ça. Je reçois de trucs, je ne pouvais pas imaginer tout ce que je reçois, mais Saint-Nectaire, par Chronopost. J'ouvre et tout, et il y avait un petit mot de la fille de cette femme qui me disait, elle aurait aimé le faire pour vous. Alors, le pain bagna. Regarde, comme il est beau. Alors, avant de le consommer, bien sûr, il faut un peu
L'écraser, parce que sinon, on perd tout. Ça tombe d'à côté, tu vois. Bon, je ne vais pas le faire devant tout le monde, Voilà. parce que ça va dégouliner sur mon... Mais, tu vois, ils ont été assaisonnés avant, et ils sont très bons comme ça. Et regarde nos petites sardines. Elles ont cuit, là? Oui, regarde comme elles ont gonflé. Elles sont bien blondes. Et maintenant, il y a juste à les sortir et à les disposer sur l'assiette. Et sans. C'est une cuisine de femme. Moi, j'aime cette cuisine niçoise. Alors, comment raconte la Merenda? La Merenda, C'était une femme. oui, c'était une femme qui faisait la cuisine. En fait, Dominique était le chef 2 étoiles du Champ de Clair. Et un jour, il a rendu les étoiles. Oui, parce qu'en fait, j'étais client dans ce restaurant depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, et j'adorais leur cuisine. Et un jour, j'aurais dit, écoutez, quand vous vendez, je vais vous racheter la Merenda. J'ai dit, mais à une condition, c'est que vous m'appreniez à faire votre cuisine. Je veux travailler 15 jours avec vous. Parce que je voulais que les pâtes et pistou aient exactement le même goût, que la ratatouille soit identique, que les tripes soient les mêmes qu'avant. Et donc j'ai travaillé 15 jours avant avec eux. Cette cuisine de femmes, tu sais, nous on est formés à l'école hôtelière ou en apprentissage, donc on a des règles très strictes. Et ça c'est une cuisine de femmes qui est faite avec plus le cœur, qui est moins compliquée. Et c'est cette cuisine que j'aime. Moi j'ai des souvenirs d'enfance, c'est ma grand-mère, quand elle nous invitait à dîner, j'ai 3 sœurs. Et quand elle nous invitait... aussi bien que toi? Oui, elle cuisinait très bien. Et elle faisait le plat préféré de chaque enfant. Donc quand on arrivait chez elle, sur le fourneau, il y avait le plat préféré de chaque enfant. Eux, ils mangeaient encore quelque chose de différent avec mes parents. Et donc moi, la première chose que je faisais, j'allais en cuisine et je soulevais toutes les casseroles pour voir ce qu'il y avait dedans. Et toi, cette cuisine de femme m'a toujours... Et aujourd'hui, je suis heureux parce qu'avant, j'avais 25 cuisiniers. Je faisais plus de cuisine. Aujourd'hui, je suis tout seul dans ma cuisine avec une petite aide et je fais de la cuisine tous les jours. Avec ta femme, qui est là. Oui, elle m'aide aussi à hein. faire la cuisine et puis à la servir aussi. À la servir. Voilà. Avec le sourire. C'est ça. On l'a dit tout à l'heure, les femmes, quand elles cuisinent, elles ont commencé à le faire pour les enfants, pour donner de l'amour. Elles continuent ensuite pour les adultes, comme ça, en préparant des plats simples et tellement goûteux. Et puis, il y a cette notion de partage, il y a cette notion de service aussi. On ne peut pas juste cuisiner, il faut savoir l'apporter à table, il faut savoir donner envie. Et puis, c'est vrai, c'est une preuve d'amour parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à cuisiner. Et c'est un peu dommage parce que moi, je me rends compte autour de moi que la nouvelle génération, la jeune génération, n'a plus envie de faire la cuisine parce qu'il faut aller au marché. Ça prend du temps. Ensuite, il faut éplucher les légumes. Et tu parlais des aliments du cancer tout à l'heure. Mais c'est vrai, mais ça demande beaucoup de temps. Mais on donne de l'amour, on donne de la santé. Et je crois que les gens, il faut qu'ils réapprennent à cuisiner parce que c'est vital pour toute la famille. En plus, je vais te dire un truc, c'est que quand on cuisine à la maison, ça veut dire qu'on a des repas à table, en famille. Oui. Et ça permet de restructurer l'alimentation des enfants, d'éviter ce grignotage permanent qui est la westernisation de l'alimentation. C'est chips, c'est nachos, c'est pizza, c'est bière. C'est finalement, les États-Unis, c'est 50 aliments qu'on mange toute l'année, les mêmes, et qui sont trop gras, trop salés, trop sucrés, qui ne sont pas bons pour notre santé. Justement, aujourd'hui, ce qui fait l'obésité des enfants, et malheureusement c'est un vrai problème en France, c'est parce que les gens ne mangent plus à table. Il n'y a plus de repas à table. Et on retrouve ce côté convivial aussi, de se retrouver tous ensemble à table, sans les portables, sans regarder la télé. On discute, on parle de choses et on apprécie ce qu'il y a dans l'assiette. Eh bien, écoute, tu confirmes que tu es un immense chef. Dernière partie. Merci. Le jour de ma mort. La question qui me hante, je l'écris, est de savoir comment je me comporterai le jour de ma mort. Pourquoi suis-je envoûtée par cette interrogation? Parce que c'est une question qui m'est sans cesse retournée par mon métier. Je revis perpétuellement l'arrachement que les humains, eux, ne vivent qu'exceptionnellement au cours d'une vie. La disparition d'un parent, d'un très proche, puis de soi-même. Le deuil est toujours à proximité de moi, à distance égale avec l'énergie de la survie. Les derniers jours sont très difficiles à vivre, car nous, médecins, nous disons adieu en faisant semblant de dire au revoir. Par respect pour celui qui ne veut pas savoir, par des mots prononcés, définitifs. C'est une chose grave, essentielle, que j'ai souvent éprouvée, et qui est en quelque sorte téléguidée par le patient, juste en face de soi. C'est très étrange, cette pudeur ontologique, si puissante, si digne et empreinte de droiture. C'est un geste humain au sens fort. Là, il n'est plus question de non-dit, mais d'une phrase sans plus aucun mot, sans plus de justification, ni de précaution oratoire. Là, tout a été dit.
C'est un destin qui s'achève et en même temps, on lui doit une forme de vérité, comme il doit à son tour une vérité assez proche, car c'est elle qu'ils sont venus chercher. Parfois, on peut s'accommoder d'un mensonge, parfois pas. Il existe, le plus souvent, des réciprocités, comme dans l'amour ou dans le dialogue. On se parle toujours à deux, enfin, jusqu'à un certain point. Il y a des vérités qui ne sont tellement pas dites qu'elles sont parfaitement explicites. C'est très difficile, quand une poignée de main est aussi un geste d'adieu. Parfois, le médecin ne peut pas s'empêcher de réagir. Je me souviens de cette patiente. On s'était très bien compris. À la fin, je lui ai dit « Je vais vous embrasser ». Je savais que je ne la verrais plus jamais, et elle a encore mieux saisi ainsi ce que je lui faisais comprendre. Voilà, c'est cela mon travail. Elle avait un air serein en me quittant. Moi, j'étais brisé. Je vais être très directe. Lorsqu'un patient part, il tue un peu de la vie du médecin qui l'a traité. Je dispose de mécanismes de protection très forts dont je sens très concrètement la nécessité. Ces défenses me poussent souvent à me placer en recul lorsque la mort s'avance trop à proximité de moi. Parfois, les familles le ressentent et s'en étonnent. Elles m'ont vu si concernée qu'elles m'en tiennent quelquefois rigueur. Je le sais, j'en suis bien conscient. Mais je porte aujourd'hui sur moi comme un bouclier intérieur, un kit de survie. C'est la seule manière de m'en sortir. Voilà, on arrive à la fin de cette représentation. On a parlé de choses pas très gaies, mais en même temps, je pense qu'on a parlé de choses importantes. On va arriver aussi à la fin de cette démonstration de cuisine. Ouais. Alors, on va goûter, bien sûr. Hein. Oui, alors il y a les gnocchis qu'on n'a pas eu le temps de cuire, mais on reviendra la prochaine fois. On sait qu'ils sont bons, on les a vus. Alors, on a la chance ce soir d'avoir un immense, non pas cuisinier, mais pâtissier, ici, dans la salle. En fait, c'est le mari de Delphine McCarthy, c'est Christophe Michalak. Et je demande à Christophe Michalak de monter sur scène pour goûter avec nous et commenter les produits. Ouais. Alors, on peut dire quand même que Christophe a travaillé avec moi au Negresco. Il a été l'élève ? Pas mon élève, parce qu'il était l'élève du chef pâtissier, mais il a travaillé dans ma brigade au même moment au Negresco. C'était il y a très longtemps, j'étais haut comme ça. Ouais. C'était en 93-95. Voilà. Et alors, tu vois quand même... oui, mais je vais la raconter quand même ce soir. Vas-y. Parce qu'on avait un directeur, tu vois, je ne sais pas si tu t'en souviens, M. Palmer, un peu classique, un peu vieillot, Et, pour te dire une petite anecdote, quand je lui présentais la nouvelle carte, alors il regardait la nouvelle carte et il disait « Dominique, vous avez pensé à nos clients sans dents ?» J'ai dit non, je n'ai pas pensé à mes clients. Et un jour, à l'époque, il était très jeune, il avait 18 ans, il était toujours coiffé en pétard, Christophe. Et un jour, mais ça n'a pas beaucoup changé. Oui, hein. Donc, et M. Palmer, qui était très classique, ne supportait pas. Et un jour, il m'appelle et il me dit « Vous verrez, Dominique, ce jeune homme ne fera jamais rien de bien sans vie. » La preuve, tu vois, il est à la télévision, il est partout, il est partout. Voilà, comme quoi, il vaut mieux avoir des doutes. Moi, je ne supporte pas les gens qui ne doutent pas. Et donc, tu vas goûter, je sais que tu as un petit faible pour ça. Alors, je vais vous dire, parce que j'ai la chance de voyager à travers le monde, de goûter plein de choses, de rencontrer des chefs incroyables. Ah oui. Et il faut savoir que la femme de David, Jocelyne, cuisine très très bien. Et elle a réalisé cette pissaladière que Dominique lui a appris. La recette initiale de Dominique. Et j'ai pété les plombs. J'ai dû manger plus de la moitié. Et avec ma femme, on est devenus complètement dingos. Et grâce à David, j'ai découvert, j'ai vu comment tu as pu la faire. Et je vais m'empresser de la faire à la maison parce que vraiment c'est de la... Alors goûte. Tiens, je vais te donner ce verre et moi je vais prendre le verre avec lequel je bois de l'eau. Non, mais j'ai le petit gobelet là. Alors, je me suis fait parce que avec le vin n'est pas cancérigène quand il est bu avec modération. Le four n'est pas assez Non mais attendez, l'histoire est vraie. Laisse-moi raconter cette histoire. Parce que il y avait effectivement, il y a eu une étude il y a 2 ans et demi qui est sortie, une étude faite par un Américain qui s'appelle bon, qu'importe. Et il avait suivi à peu près 400 000 volontaires de Californie à qui il avait demandé au début de l'étude s'ils buvaient rien, 1 verre, 2 verres, 3 verres ou plus de vin par jour en moyenne. Et donc il a classé les gens et il a regardé ensuite, il les a suivis, il a regardé combien ont eu un cancer. Et il est arrivé à la conclusion que ceux qui buvaient déjà 1 verre par jour avaient plus de cancer que ceux qui ne buvaient pas du tout. Et donc il a dit, dans son article, le vin est cancérigène dès le 1er verre. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'immédiatement mon successeur à la présidence de l'Institut national du cancer, vous savez le truc que j'ai créé en France, qui boit plutôt pas mal, je dois dire, s'est mis à passer dans toutes les télés pour dire « Ouais, le vin est cancérigène dès le 1er verre, il faut arrêter de boire. »
Je suis allé défendre le truc en disant, attendez, c'est une étude qui le dit, la science, c'est quand même au moins deux choses. Il faut qu'une donnée soit reproduite pour être vraie scientifiquement. Et j'ai dit, il faut attendre la deuxième étude et tout. Il n'y a pas eu besoin. Parce que quelques mois après avoir publié son article, ce chercheur américain de grande qualité s'est aperçu, par hasard au début, puis après il a fait des recherches, il s'est aperçu par hasard que certaines des personnes qui disaient n'avoir bu qu'un verre par jour, en moyenne, avaient été arrêtées pour conduite en état d'ivresse, avaient fait des comas alcooliques, avaient battu leur femme sous l'emprise de l'alcool, etc. Et là, il s'est dit, oh là là, il y a un vrai problème. Surtout qu'à ce moment-là, sort un article, toujours de grande qualité, l'article fait par quelqu'un d'autre, qui démontre que quand on pose la question aux gens sur leur consommation d'alcool, à peu près 40% ne déclarent pas la vérité. Et donc là, il a eu du courage, parce qu'il a repris les 400 000 dossiers, et il a éliminé tous les dossiers dont il n'était pas sûr de la déclaration, de la qualité, de l'authenticité, de la véracité de la déclaration. Et quand il a enlevé les pas sûrs, ben bien sûr, il n'y avait plus d'augmentation du risque de cancer chez ceux qui buvaient un verre par rapport à ceux qui ne buvaient pas. Et il a eu la correction de venir au Congrès international de cancérologie à Vienne, il y a 2 ans, en 2012, en septembre 2012. Il est monté sur l'estrade, comme moi je l'ai fait aujourd'hui devant vous, et il a dit, voilà, je me suis trompé. Et le vin n'est pas cancérigène au premier verre. Mais le mal était fait. Il y a dans l'esprit d'un certain nombre de gens l'idée que le vin n'est pas bon. Le vin a accompagné l'homme depuis le début de l'humanité, heureusement qu'il l'a fait. Parce que l'humanité aurait probablement disparu de la Terre avec l'eau qui n'était pas potable. Alors, est-ce que tu connais le point commun entre le vin et le médecin? Non, vas-y. Je me suis un peu plus détendu, on arrive au bout, là. Alors, le point commun entre le vin et le médecin, c'est que rarement il guérit, quelquefois il console, mais toujours il réconforte. C'est un peu ça aussi. Bon, alors les enfants, on va se voir tout à l'heure pour manger tout ce que tu nous as préparé. Ça, finalement, c'est que pour nous 3, quoi. Non, il y a aussi nos femmes, il y a aussi Daniel Benoît. On s'excuse pour tout le monde. Hein. Pour les autres, vous pouvez aller à la Méranda. Vous avez le même menu, il ne change pas. Enfin, il y a quelques plats de saison, mais sinon, c'est top, top, top. C'est pas très cher. Malheureusement, c'est très petit. C'est très difficile d'avoir une table, mais franchement, quand vous l'avez, vous n'allez pas le regretter. Alors, donc, on va se retrouver tout à l'heure. Les enfants, vous allez aller vous reposer. Merci d'être venus. Je t'embrasse. Merci Dominique. Ça a été un très grand moment. Merci. Merci. C'est un très grand chef. Applaudissez-le. Voilà. On va arriver à la fin. Oui. Bonjour, docteur. Ah, Marie. Bonjour. Vous avez fait votre scanner? Oui. Le radiologue n'a rien voulu me dire. En général, quand les nouvelles sont bonnes, ils se privent pas. Mais écoutez, les radiologues sont là pour faire les images, pas pour les commenter, sinon je servirais à quoi, moi? C'est pas bon, n'est-ce pas? Marie, il y a un problème, effectivement. Oh putain, me dites pas que je fais une nouvelle rechute. Marie, il va falloir se battre. De toute façon, je recommencerai pas une nouvelle chimio. Hein. Je vous préviens, c'est non. Non. Non, non, non. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Au lieu de penser aux 5 rechutes, pensez plutôt aux 5 rémissions que nous avons obtenues. Vous n'avez pas le droit de ne pas y croire. Le droit? Le droit? Le droit?
Mais oh, c'est vous qui n'avez pas le droit de me faire la morale. Mais qu'est-ce que vous savez de la violence des nausées quand la chigno coule dans vos veines, hein? Qu'est-ce que vous en savez? Et des douleurs qui vous tordent le ventre. Du dégoût à la vue de la moindre nourriture, et puis ça continue, vous savez, après, pendant des semaines, à la maison, on peut rien avaler, même pas un verre d'eau. Et l'insensibilité au bout des doigts, qui fait que je peux même plus écrire, que je peux même plus ouvrir les boîtes de mes propres médicaments. L'incroyable fatigue qui fait que je peux même pas prendre mon propre fils dans les bras quand il rentre de l'école. Et des angoisses qui vous réveillent la nuit. Cette foutue solitude. Vous en savez quoi, vous, docteur? Vous vous rappelez la femme que j'étais quand je suis rentrée dans ce cabinet il y a 6 ans? J'ai quel âge aujourd'hui? Je sais même plus qui je suis. Pardon. Je suis désolée, je suis épuisée. J'en peux plus. J'ai tellement peur. Qu'est-ce qu'il dit, le scanner? Pardon, docteur, je voulais pas être méchante, surtout avec vous. Je sais que si je suis en vie, c'est grâce à vous. Chaque jour passé, j'ai pu voir mon fils grandir. Il a 9 ans maintenant, aujourd'hui. Il est super. C'est un vrai petit homme. Ne vous inquiétez pas, Marie, c'est pas... Mais il faut que je vous examine. Soyez gentils. Oui. Passez à côté. Asseyez-vous là. Je vais juste vous examiner sous les bras. Voilà. Mettez les mains sur vos épaules. Mettez les mains sur mes épaules. Ah oui. Oh, pardon. Bon. Qu'est-ce que vous avez senti? Votre parfum, l'heure bleue de Guerlain. Je l'adore, il m'enivre. Allez, rhabillez-vous et venez vous asseoir, il faut que l'on parle. Asseyez-vous, Marie. Écoutez, voilà. Le scanner montre la présence de ganglions. Et on les sent sous les doigts. C'est pour ça que vous avez eu mal lorsque je vous ai palpé. Bon, on n'a qu'à les enlever comme la dernière fois. Non, malheureusement, quand vous regardez le scanner, les images, les métastases descendent jusqu'au niveau du poumon, dans le milieu du thorax. La chirurgie n'est pas possible. Alors la chimiothérapie, c'est ça? Non, je peux pas, je suis désolée, mais c'est trop dur, je peux pas. Je veux plus souffrir, je veux plus, non mais je veux plus perdre mes cheveux, je veux plus être malade comme un chien, je veux plus, docteur. Non, pas la chimio, je vous en supplie, pas la chimio, pas la chimio. Je ferai n'importe quoi pour vous éviter cela, mais nous avons essayé déjà tous les traitements hormonaux, aucun n'a marché, aucun. Mais heureusement, je suis sûr, il y a un médicament de chimiothérapie qui va être efficace, et que vous n'avez jamais eu. Et c'est quoi les effets secondaires? Écoutez, malheureusement, dans la situation où nous sommes, ça va pas être un truc très léger. Mais honnêtement, on n'a pas le choix. Alors là, vous avez tort, docteur. On a toujours le choix de plus se battre. Ah non, pas vous. Pas depuis 6 ans que je vous soigne et que je vous admire pour le courage que vous avez montré. Vous êtes une femme tellement intelligente, tellement belle. Pardon, excusez-moi. C'est la première fois qu'un homme fait semblant d'être amoureux de moi pour sauver la vie. Je vous promets, si je m'en sors, je vous viole. Quand je pense qu'on me demande encore parfois pourquoi j'ai choisi médecine. Bon, alors, elle s'appelle comment, ma dernière chance? Non mais écoutez, ça ne vous dira rien. Alors détrompez-vous. Depuis le début, vous voyez ce petit carnet? Je note tout, tous les traitements, tous les noms. Alors c'est quoi le petit dernier? Taxoter, une séance d'1 heure toutes les 3 semaines. Taxoter, c'est quoi? TA, THA? Non, ça s'écrit comme ça se prononce.
C'est pas vrai, Taxotere, je l'ai déjà eu au début, il y a 6 ans, j'ai fait un choc allergique, je peux absolument pas prendre ce médicament. Merde. Oh, merde. Mais ça suffit, à la fin, stop. Stop, arrêtez. Ça sert à quoi? Arrêtez. Je veux plus de faux espoirs, je veux plus, arrêtez. Non, vous n'avez pas le droit. Mais arrête, combien de temps il me reste? Écoutez, on n'en est pas là. On n'en est pas là? Non. Mais bien sûr que si. Non. Prenez vos responsabilités, docteur. Arrêtez de me mentir. Non mais attendez, Marie, je ne vous mens pas. J'ai trop d'estime pour vous, trop d'affection pour vous mentir. Tant qu'on n'a pas essayé toutes les thérapeutiques possibles, on a le devoir d'espérer. J'y crois plus. Il faut y croire. Je vais trouver quelque chose. Je vous le promets. Voilà. Tout ce qu'il me semblait important de vous dire, je vous l'ai dit. Pour que vous compreniez davantage de quoi sont faits ceux qui vous soignent. Ils sont comme vous, fragiles, pleins d'envie d'être bons et d'être de bons médecins. Ce ne sont pas des héros, juste des hommes qui vivent avec la peur au ventre, à l'idée de ne pas être, avec chaque malade, à la hauteur. Juste des hommes. C'est simple, mais c'est si difficile en vérité. Parfois si léger, si exaltant aussi, voilà. Je me suis placé entre vos mains, je vous suis reconnaissant de m'avoir consulté à mon tour entre ces mots, les mots de ma vie.